Bonsoir. 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 Et bienvenue à ce nouveau « Et si on racontait » consacré aujourd'hui à la question des salles de concert, à leur architecture, à leurs histoires et à leurs enjeux aussi. Merci d'être avec nous, Laurent Bayle. Vous êtes directeur de la Philharmonie, vous êtes président des Franco-Russes, et Tougan Sokiev, directeur artistique des Franco-Russes, directeur de l'Orchestre du Capitole et de l'Orchestre du Bolchoï de Toulouse. Alors, la première question que je vous adresse, Laurent Bayle, ce serait une question presque, on pourrait dire, qui de l'œuf ou de la poule, à savoir, est-ce que les salles sont nées des orchestres ou est-ce que les orchestres déterminent les salles historiquement? Comment est-ce que, quand on pense un répertoire, on ne pense pas forcément à une architecture? Et pourtant, il me semble que les deux sont liés. Et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, les deux sont liés, effectivement. On pourrait faire la même remarque entre l'évolution des instruments et l'évolution des répertoires musicaux en fonction des instruments, notamment si on passe progressivement du clavecin au grand piano, ça modifie par définition les répertoires. Et la volonté de modifier les répertoires accélère la mutation de la lutherie instrumentale. C'est un peu la même chose. La musique, en fait, ne peut pas être pensée comme un pur objet abstrait en dehors d'un contexte. Et si vous élargissez le débat, vous regardez toutes les cultures musicales, elles évoluent dans un contexte donné. D'abord, historiquement, on pouvait jouer en plein air, on pouvait jouer puis après dans des églises, puis des palais, avant d'en arriver aux salles. Si vous allez dans des pays où l'oralité domine, en Inde, par exemple, un raga de 24 heures, ça ne se fait pas dans une salle, ça se fait en plein air. Donc il faut accepter cette multipolarité. En ce qui concerne plus concrètement les salles de concert, les grandes étapes, je crois, personnellement, c'est 18e, 19e siècle et aujourd'hui. 18e, c'est un peu la préfiguration des mouvements universalistes, donc d'une musique qui va sortir des palais pour commencer à aller vers les premiers lieux publics, d'une certaine manière. Les premiers concerts publics, effectivement. Et alors, on voit déjà apparaître, du coup, des premières salles de concert imposantes, entre guillemets, par rapport à l'époque, par rapport au salon, notamment. Bon. Mais la vraie mutation, elle s'opère au XIXe siècle, quand la classe bourgeoise revendique l'accès à l'art, l'accès à la culture. Et là, on voit apparaître le premier concept de salle de 2000 places, que ce soit concomitamment aux États-Unis, Boston, à Vienne, Concertgebouw d'Amsterdam. Cher Tougan, ce n'est pas le salle de concert, mais le Bolchoï, c'est le début aussi du 19e siècle, d'une certaine manière. La fin du 19e siècle, c'est la salle du conservatoire à Moscou. Donc on voit bien toute cette période. Et si on observe en même temps l'évolution en termes de répertoire, on voit aussi une émancipation de l'orchestre. Ce n'est pas l'émancipation comme on le penserait aujourd'hui en termes contemporains où chacun peut être soliste, sortir du groupe et autres. C'est une émancipation en nombre, en fait. Le gigantisme progressif. Oui, mais que d'une certaine manière, Beethoven introduit, et puis qui va croissant jusqu'à Mahler. Et on comprend bien que ce gigantisme, ou cette montée du romantisme et de l'exaltation qui entraîne la grande forme symphonique, eh bien lui-même, il pousse les architectes et il pousse les décideurs à créer des lieux qui permettent d'écouter ces musiques, donc des enveloppes plus importantes. Donc c'est une constante itération entre les deux qui s'opère, en fait. Mais là où c'est important à replacer, c'est que souvent les discours qu'on a eus sur la musique, les discours musicologiques sur les œuvres, sont des discours du en soi. On traite l'œuvre, on prend la partition comme si c'était un objet en soi. On regarde une symphonie de Beethoven dans son absolu, et l'œuvre existe en tant qu'elle-même. Mais ce que vous rappelez, c'est qu'une œuvre est pensée pour un espace, elle est pensée pour un lieu, et là où il y a lieu, il y a aussi public. Alors, elle est pensée pour un lieu, et parfois on se demande comment ils
ils ont pu la penser pour ce lieu. Si vous prenez la symphonie fantastique, vous regardez là où elle a été créée à Paris, dans la salle du conservatoire, vous n'en croyez pas vos yeux qu'on ait pu créer une œuvre comme ça dans un espace aussi petit. Bon. Donc je pense qu'historiquement, il y a toujours eu des décalages à des moments donnés. C'est comme si vous me parlez de la Philharmonie de Paris, par exemple, qui était ouverte en 2015, mais on l'attend depuis 1960, 70, 80, et il a bien fallu, dans l'entretemps, jouer les œuvres dans des espaces qui n'étaient pas forcément des espaces qui correspondaient à l'attente des musiciens. Voire même, je pense à l'Orchestre de Paris, à un moment a perdu la salle Pleyel au XXe siècle et s'est retrouvé à la fin du XXe siècle dans une salle comme le Théâtre Mogador. Et pourtant, l'orchestre doit s'adapter. Il doit jouer. Mais ce n'est pas parce qu'il s'adapte à des conditions physiques qui ne sont pas celles que l'œuvre requiert qu'on va satisfaire de ces moindres conditions. Donc, oui, une œuvre est souvent pensée d'une certaine manière. Elle est même pensée parfois par le créateur pour casser le cadre, c'est-à-dire pour aller voir ce qui se passe si on va encore plus loin que le réel. Bon, il y a toujours eu dans l'art et dans la création une pulsion utopique d'une certaine manière. Bon. Et ensuite, les sociétés s'adaptent. Pensez bien qu'une salle, pour construire une salle, c'est 10 ans concrets et c'est 20 ans de négoce et de négociations en amont. Et vous en savez quelque chose. Voilà. Donc vous pouvez imaginer que le décalage est constant. Et puis en plus, la problématique que posent ces grandes symphonies, et le XXe siècle n'a pas du tout limité le mouvement, bien au contraire, c'est que autant on peut comprendre qu'il y ait une traduction concrète dans les grands centres urbains, parce que ça aussi c'est un mouvement concomitant avec la musique, la montée des grands centres urbains. Autant on comprend après que l'Asie, aujourd'hui, s'en saisit, c'est qu'elle crée des philharmonies de partout, autant on voit la difficulté d'y arriver dans des villes de plus petite taille, parce qu'il faut des moyens financiers et il faut le public. Vous voyez ? C'est d'ailleurs pour ça que c'est très intéressant de voir que les gens demandent toujours quel est le bon modèle. Ben, c'est sûr que si vous êtes une ville moyenne, vous préférez entendre une réponse que c'est plutôt autour de 1200, 1400, mais si vous êtes dans une grande capitale, on va vous dire 2400. Voyez ? Or, d'une certaine manière, si on regarde les partitions, le grand symphonique, c'est entre 2000 et 2400 le volume. Et aujourd'hui, sur cette question du bon modèle, nous sommes quand même, malgré ces décalages, dans une époque intéressante, puisque nous avons accès par les différents modèles qu'il y a à la fois sur le territoire français, sur le territoire russe et puis plus globalement dans le monde, à différentes formes de concerts, de salles, et qui ont chacune sans doute leurs désavantages et leurs intérêts. Alors, Tougan Sokiev, ici à la Hallogrin, vous dirigez avec un public qui entoure l'orchestre. Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter les différents types de salles dans lesquelles vous avez dirigé, puisque ça amène à chaque fois, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a des choses qui sont des espèces d'invariants, qui ne changent pas, quelle que soit la salle? Et puis, est-ce qu'il y a des éléments qui sont radicalement différents selon qu'on est face public, au-dessous du public, entouré par le public, enfin, voilà. Mais il a toujours existé cette salle on dit toujours shoebox, qui existe en Vienne, à Berlin. C'est le très vieux, voilà, boîte à chaussures, qui est très carré, avec un plateau et public. Et peut-être quelques balcons, voilà. Et je pense, ça c'était ce qui existe d'ailleurs aujourd'hui. Toute cette salle existe toujours aujourd'hui. Et c'est vrai, moi je trouvais toujours, c'est incroyable comment les acousticiens de l'époque, ils sont toujours arrivés à cette acoustique parfaite, sans aucun ordinateur, et il a toujours calcul technique. Donc c'est Musikverein, par exemple, des choses comme ça. Donc le fameux Concerthaus à Berlin, toujours la même chose, et au Concerthaus à Vienne. Donc, et depuis, je pense, Philharmonie au Berlin, ou Karajan,
presque demandé de faire quelque chose un peu plus moderne, voilà, autour de lui, où public enveloppe un peu. Ouais. Et ça est devenu presque un modèle pour toutes les salles de concert après. Même à Paris, c'est la même chose. Tous les États-Unis, c'est la même chose. À l'Alhambra, bien sûr, ce n'était pas construit comme salle de concert. Ça, c'est quelque chose de naturel. On a un public autour de nous, et ça, c'est par exemple pour un projet audiovisuel où la captation, ça, c'est un rêve pour un réalisateur qui peut tourner les caméras autour de l'orchestre. Mais ça, je pense, ça impose différentes façon de jouer. Parce que si on est dans une boîte à chaussures, ça veut dire on est en plateau, on a un public derrière nous. Mais quand on a un public autour de nous, c'est le différent niveau de performance. Il faut que tu penses aussi de public là, parce que c'est différent, c'est complètement différent. D'abord, le son est différent, mais aussi le... Alors, il y a une raison à ça. Pour donner un exemple, la salle Pleyel, qui est une shoebox frontale au départ, en 1929, c'est 3000 personnes. En les années 60, quand ils la refont, c'est 2600. Et quand on la rénove en 2005, c'est 1900 places. 1900 places en augmentant le volume. Dit autrement, si vous construisez une salle au XIXe siècle, vous considérez que pour des raisons de sécurité et autres, vous pouvez mettre une personne tous les 6-7 mètres cubes, à peu près. Aujourd'hui, c'est une toutes les 13 mètres cubes. Et à l'époque du Covid ? Oui, mais ça, le Covid, c'est un autre débat, puisqu'il suffit d'enlever le public. Puisqu'on joue pour soi-même, donc il n'y a pas de problème. Mais, donc on pourrait revenir à des petites salles, du coup. Mais comprenez bien que le problème central, il est posé ici. Si aujourd'hui, vous dites « je vais faire une shoebox », pour le même nombre de spectateurs qu'au XIXe siècle, le spectateur le plus éloigné, il faut qu'il prenne des jumelles pour regarder le chef. Vous l'éloignez du plateau. Donc, quand on crée une shoebox comme à Vienne au XIXe siècle, le spectateur le plus éloigné était à 40, 45 mètres, 40 mètres du plateau. Aujourd'hui, si on voulait faire la même chose pour le même nombre de spectateurs, il serait à 60. Ce qui voudrait dire que le concert, qui est le monde réel, le monde de l'intimité et autres, c'est fini pour un tiers, la moitié des spectateurs. Donc ça n'était plus possible. Et il n'y a pas de retour possible en arrière, puisque la sécurité, la nécessité d'évacuer plus vite les salles, la population, la morphologie bougeant, et les personnes étant plus grandes, l'interdiction de mettre plus de temps de chaises par les mêmes rangées, sont autant de phénomènes qui empêchent dans le monde entier d'envisager un retour en arrière. L'enveloppement, il est né de ça. Il est né de dire, soit je n'enveloppe pas et je limite le public. Ceux qui ne veulent pas envelopper aujourd'hui ne font pas des salles plus grandes, 1500 places, parce que sinon, vous n'y arrivez pas. Donc, voilà. Soit je ne respecte pas les règles, mais ça, ce n'est pas la peine d'y penser. C'est un calcul à court terme, disons. Donc il faut inventer autre chose. Soit j'accepte de faire une salle sur le plan acoustique indifférencié. Donc Berlin est venu de là, surtout si l'identité culturelle de l'orchestre, c'est de faire le grand répertoire. Parce que la chose intéressante, c'est que Musikverein est une très belle salle, mais il faut reconnaître que quand vous êtes dans le très grand répertoire, il faut tout de suite calmer. Oui, après Brahms, ça marche presque après pas. Brahms, ça ne marche pas. Quand l'orchestre de Berlin vient à Vienne, il n'arrive pas à s'adapter à la salle de Vienne, parce que le volume est trop petit. Donc, Karajan... Même on ne parle pas de l'orchestre américaine. Ah bah oui, ça, pour contrôler l'orchestre, c'est un problème. Donc, vous voyez, Karajan, il y a à la fois... Effectivement, il peut y avoir un côté égotique, alors que le chef est au centre, tout le monde est autour. Mais c'est très très bien pensé en termes de réflexion acoustique. Et ça aussi démocratiser un peu notre concert, les concerts. Bien beaucoup. Sûr. Plus parce que avant, le place le plus loin,
fond, c'est les places peut-être les moins chères Oui, pour les étudiants. Et aujourd'hui, n'importe qui, vous pouvez choisir là, devant le chef d'orchestre, derrière le chef, pianiste, à gauche, à droite. Voilà, vous avez aujourd'hui égalité quand même de... Oui, oui. Mais... Alors après, une fois qu'on a dit ça, vous pouvez vous amuser, hein, parce qu'il y a frontal et enveloppement, d'accord, mais il n'y a pas qu'un enveloppement. Ouais. Toutes les variantes ont été tentées. Mais le jeu, vraiment le jeu, c'est de dire, je veux un grand volume, parce que les grandes symphonies requièrent le grand volume, et malgré ce grand volume, je veux une impression d'intimité. Le public doit participer au rituel et non pas être dans une position passive, distanciée, où il a l'impression de regarder une photographie. Non, il doit être pris dans le rituel. Donc il y a des règles. Les règles, on les connaît. Spectateur le plus éloigné, au-dessus de 40 mètres, attention, attention. Et c'est là qu'on en arrive à un troisième point que sur lequel j'avais envie de vous interroger, qui est que, bon, Laurent Bayle, vous avez quand même accompagné la naissance de la Philharmonie de Paris. Et puis vous, Tougan, qui êtes à Moscou au moment où arrive une nouvelle salle de concert, est-ce que vous voudriez bien effectivement nous parler de ce qui peut presque être une forme d'injonction contradictoire, à savoir le volume et en même temps l'intimité, voilà, et de comment est-ce que ces deux exigences, par exemple, dans le cas de la Philharmonie de Paris, comment est-ce que ça s'est traduit ? Dans le cas de la Philharmonie de Paris, on est parti du principe du risque maximum. On ne s'est pas gêné, puisqu'on avait carte blanche au départ. Ça, c'est compliqué par la suite, mais au départ, on avait carte blanche. Donc le risque maximum, c'est que tous les acousticiens conservateurs qui disaient ne dépassez pas 1600 places parce que le public va être trop loin et autres, non, on ne peut pas. Nous sommes dans une très grande ville. Les politiques ont accepté de soutenir cette salle parce qu'elle devait renouveler les publics, donc je ne vais pas créer une salle de 1500 places pour renouveler les publics. Si je veux élargir les publics, soyons cohérents, il faut une salle de 2400 places. Ensuite, ça a été tout l'art du travail entre l'architecte Jean Nouvel et l'acousticien Harold Marshall. Et Harold Marshall, il a un concept très original qui fonctionne très 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 bien. C'est que c'est non seulement l'enveloppement, mais il préconise que les balcons ne soient pas collés au mur, soient détachés, projetés plus près de la scène. Donc le public est projeté plus près de la scène, en assumant un petit risque. Si je me projette plus près de la scène, je suis plus en vertical. Il y a plus de verticalité. Et ça crée un volume derrière les balcons, d'ailleurs. Ça crée un public qui en sert vraiment la scène. Et vous retrouvez, malgré le côté très vaste du lieu, vous retrouvez, quand vous rentrez de la salle, une idée entre poésie, intimité, enveloppement. Ça, c'est très, très, très bien réussi à la Philharmonie. Cette idée, rien n'est symétrique. Tout est décalé et les balcons donnent l'impression de flotter et aucun spectateur n'a l'impression d'être éloigné du rituel malgré les 2400 places. D'une certaine manière, Berlin a marqué un très fort temps dans les années 60 en créant cette salle, puisque beaucoup de salles après ont repris le modèle, mais je vois que d'une certaine manière, cette évolution du modèle, parce qu'on est toujours dans l'enveloppement, mais cette évolution du modèle que propose la Philharmonie commence maintenant à intéresser d'autres endroits qui se penchent sur cette question, parce que c'est la question centrale. Il y a une salle que j'adore en termes d'architecture, je trouve très beau quand on arrive, c'est à Rome, le Parco della Musica de Renzo Piano. Bon. Mais quand on est dans la salle, la grande salle, malheureusement, elle est presque un peu en perte de cette notion d'intimité. Et c'est dommage, parce que c'est un si beau geste architectural et autres, qu'il n'y ait pas eu là aussi une réflexion plus poussée sur comment j'arrive à résoudre cette contradiction presque. C'est ce qu'ils ont fait aux Ariadiers. C'est une salle à Moscou.
qui venait inaugurer, je pense, là, un an et demi. Maintenant, il y a beaucoup de séries intéressantes, programmation est très, très intéressante, tous les grands orchestres, grands artistes qui viennent maintenant, mais c'est le même principe, je pense. Et je pense, Laurent aussi, qui participait au tout début, je pense, il a visité le lieu. Et je pense, il faut dire aussi que n'importe quelle salle, soit c'est shoebox, soit c'est enveloppé, soit moderne, vieux, pour chaque artiste, pour chaque musicien, l'orchestre, quatuor, ensemble, acoustique de la salle, c'était un instrument. Donc, ce n'est pas que le musicien déjà qui joue sur un instrument, le violon, clarinette, la flûte, mais là, on joue sur acoustique, avec. Et très souvent, et pour moi d'ailleurs, c'est toujours, chaque venue, chaque concert qu'on fait à Paris, moi, je fais raccord. Parce qu'on a besoin de s'adapter. 2 heures de répétition juste pour... C'est comme quand on prend un violon de Stradivari, même si on est le meilleur violoniste du monde, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on joue un peu, il faut qu'on s'entende bien. Oui, il faut se rencontrer. Il faut que l'alchimie et osmose avec cette... Et ça dépend de... Moi, j'ai remarqué, parfois je pose même Laurent en question, je dis, est-ce que vous avez changé quelque chose? Mais ça dépend. En l'hiver, la Philharmonie ne répond pas de la même façon. En été, c'est plus pareil. Ça change, ça vibre, c'est très vivant, c'est acoustique. C'est très souvent aussi le succès de concert, c'est l'acoustique. Donc c'est pour ça, moi, je rêve qu'un jour à Toulouse, nous, on peut avoir quelque chose. Et là, je sais que Jean-Luc Moudin, président de la métropole, il est très attaché à ces projets. J'espère qu'un jour, on peut vraiment arriver. Parce qu'on a déjà tous les éléments. Regardez, on a l'orchestre, on a jeunesse, on a tout. On a festival, on a franco-russe. Donc ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la salle. Donc j'espère, Laurent, avec votre inspiration de cette... Vous allez nous guider un tout petit peu vers l'auditorium de l'avenir. Il faut bien remarquer que depuis, il y a eu plusieurs vagues dans cette histoire d'évolution des salles de concert. Il y a donc les modèles du 19e siècle, début 20e siècle, qui restent des modèles pertinents. Mais d'ailleurs, très souvent, les patrons de ces salles vous disent non, il ne faut pas faire de rénovation parce que si je fais une rénovation, on va me demander d'enlever 500 places pour être aux normes actuelles. Bon. Donc, on voit bien que, bon, d'accord, ce sont des références intéressantes. Après, il y a eu tout ce qui s'est passé pendant ce qu'on appelle les 3 glorieuses, c'est-à-dire le moment des décennies de développement économique, les années 50, 60, 70, bon, où là, on a pu, dans certaines grandes capitales, créer les grands frères de la Philharmonie de Paris, quoi. C'est Berlin, c'est d'autres lieux comme ça. Et maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que la Philharmonie, c'est devenu quasiment presque une étiquette de signature de la mondialisation. Dans tous les continents, pas simplement les grandes villes, mais villes moyennes dans les continents. Je vais parler de l'Asie, ça c'est très clair, mais c'est aussi en train de se bousculer en Amérique du Sud, bon, c'est présent sur le continent américain. Bien sûr, il y a malheureusement un retrait sur le continent africain en tant que tel, mais disons, dans énormément de zones du monde, on crée maintenant des philharmonies. Les gens ne savent pas exactement ce que le mot veut dire, mais néanmoins, ça impacte sur le plan mondial. Donc, c'est quelque chose qui peut tout à fait rentrer dans la vie de la cité, la vie d'une ville, devenir un élément important de la vie d'une ville, comme l'était un théâtre, un opéra au XIXe siècle. Et effectivement, c'est le 4e point sur lequel j'avais envie de vous interroger, parce que ce qui est passionnant dans ce que vous racontez l'un et l'autre, c'est le dynamisme de cette relation entre les œuvres, les musiciens, les lieux. On peut, que les musiciens ne soient pas des choses inertes, ça je pense que ça fait consensus, que les œuvres aussi ne soient pas des objets inertes, on est à peu près tous d'accord, mais ce que vous expliquez, c'est que des architectures, des lieux patrimoniaux, du bâti, est en fait un enjeu dynamique, c'est un enjeu qui se recompose, c'est ce que vous dites, Tougan, et puis c'est un enjeu qui recompose la ville, c'est ce que vous dites, Laurent. Et donc, d'ailleurs, cette question des salles,
là où on parle de salle, on parle évidemment de public. Et on parle à la fois de développement de public, mais on parle aussi de nouveau public, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, il y a un enjeu marketing, il y a un enjeu politique derrière. Et il y a cette question de comment est-ce que la salle s'inscrit dans une cité, s'inscrit dans un projet d'une ou de plusieurs communautés qui vivent ensemble. Et là-dessus, parce que quand la Philharmonie a été bâtie, il y a eu un deuxième pari, il y a eu le fait de ne pas renoncer aux proportions, et puis il y a le lieu. C'est quand même, alors, il y avait le conservatoire, il y avait la Cité de la musique, mais mettre la Philharmonie à cet endroit-là, ça voulait dire quoi? C'est quand même, en France, c'est pas neutre de mettre une Philharmonie devant le périphérique. C'est symboliquement, il y a quelque chose qui se joue là, qui est d'une puissance politique quand même, je trouve. Alors, on ne peut pas généraliser, parce qu'il n'y a pas un modèle, il y a beaucoup de modèles, et ce qui a été fait à la Philharmonie n'est pas à reprendre au pied de la lettre partout dans le monde. Encore une fois, vous pouvez être dans une grande ville, une ville moyenne, des grandes... Bon. Et puis, il y a une histoire. Mais si j'essaye de caricaturer, les deux éléments qui caractérisent la salle de concert, que j'appelle du 19e siècle, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde qu'on dise que ta salle, c'est du 19e siècle. Bon, ce n'est pas méchant, c'est une réalité. C'est que ce sont simplement des salles, donc on ouvre la porte pour le public à 20h et on la ferme à 22h, circuler, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est la première chose. Jusqu'à la fin du XXe siècle, on pense la chose comme ça. Des théâtres, c'est pareil, je ferai la même critique. Les opéras, les théâtres, bon. Le deuxième élément, c'est que pour la musique, moins pour les théâtres, mais pour la musique, que ce soit la salle de concert ou la maison d'opéra, c'est pensé comme au centre de la ville. D'ailleurs, la première chose à Paris, c'est le Châtelet. Bon. Et je pourrais faire l'exemple en prenant d'autres villes. C'est normal, d'ailleurs, qu'on pense le faire au centre-ville à un moment où on peut encore construire dans l'urbanisme du 19e siècle. Comme à Lyon. C'est la mairie et comme ça, le maire, il va directement dans la salle de concert. Non, mais à Lyon, c'est spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y a la mairie et en face, l'opéra. Voilà. C'est quand même incroyable. Ça se regarde. Oui. Et puis, c'est là où c'est un art de représentation. Donc, c'est tout à fait normal. Quand l'urbanisme se complique et qu'il faut construire en dehors des centres-villes, parce que le gigantisme des salles ne s'adapte pas aux données architecturales des centres historiques, alors la migration s'opère vers les quartiers aisés, puisque l'idée, c'est que la musique est chère et que les prix de place sont plus chers qu'au théâtre, et que donc c'est plutôt un public connaisseur, une élite qui va au concert, et c'est la même chose pour l'éducation et la transmission auprès des enfants. Vous regardez Paris, tout c'est des accès vers l'ouest. Vous avez l'Opéra Garnier, puis après le Théâtre des Champs-Élysées, puis après la salle Pleyel, tout est allé vers l'ouest. Bon. Donc on comprend que dans la démarche et la stratégie volontariste que nous avons, nous, adoptée, cela a consisté à dire il y a une fonction de rééquilibrage. Toute la musique ne peut pas être confinée dans une aire géographique, surtout que l'ouest de Paris ne représente qu'un tiers de la population parisienne. Et donc vous ne pouvez pas nous demander à la fois de montrer que la musique classique peut avoir du succès, se démocratiser, élargir les publics, et donner comme réponse « je détruis la salle Pleyel et j'en refais une à la place ». Ce n'est pas ça la bonne réponse. Bon. C'est la raison qui nous a conduit à choisir cette zone du parc de la Villette, qui est une zone mixte entre, bien sûr, Paris, mais aussi en regard, en dialogue avec la périphérie de Paris, la banlieue, la Seine-Saint-Denis. À partir du moment où vous faites ce choix, il faut être cohérent. Vous faites le choix de l'ouverture à des nouveaux publics. Parce que si vous faites ce choix-là uniquement pour embêter les bourgeois en leur disant « vous allez devoir prendre votre voiture et vous ferez 15 km parce que c'est très bien comme ça », et vous mettrez 1 heure dans les embouteillages au retour parce que c'est Paris. C'est pas très malin. Non. La proposition de la Philharmonie, c'est de dire
le public mélomane, même s'il représente une élite, fera l'effort de venir à la Philharmonie, c'est ce qui s'est passé, et nous allons agréger un nouveau public. Mais pour agréger ce nouveau public, la salle ne peut pas être une simple salle. On doit réfléchir à d'autres fonctions. Le concert, c'est le moment de magie. C'est la grâce qui va s'opérer en concert, c'est l'émotion. Mais il y a d'autres modes d'appropriation de la musique. Vous avez le patrimoine, il y a un musée de la musique, il y a des instruments, il y a des expositions qui sont données. Vous avez bien sûr des enfants qui vont au conservatoire, qui vont suivre des longs apprentissages, mais il y a aussi des jeunes, des adultes qui veulent juste découvrir, juste être dans la découverte. Donc il faut des ateliers, il faut toute une démarche éducative, et donc il faut des espaces appropriés. Il faut vivre en journée, il faut créer un lien entre les musiciens et le public, il faut trouver les moyens de créer des zones de rencontre. Bon. Et c'est comme ça qu'on arrive, et c'est le cas de la Philharmonie, qui avec la Cité de la musique, combinée, vous avez cité le conservatoire et autres, à côté, crée un complexe qui effectivement, pour moi, représente une matrice. Je ne dis pas que partout dans le monde, il faut prendre tout ce qu'on a fait parce que ça serait le meilleur. Vous voyez, aujourd'hui, on va jusqu'à créer une Philharmonie des enfants, un espace que pour les enfants, un peu comme la Cité des Sciences le fait de son côté. Mais je dis qu'il y a des éléments de cela qui sont indispensables. Je dis que quand la ville de Toulouse, le plus vite possible, va mettre en œuvre son auditorium, elle doit penser à son auditorium, elle doit penser à l'espace qui va l'accompagner pour à la fois répéter, peut-être parfois le transformer pour accueillir des jeunes musiciens, et elle doit penser aussi à comment elle crée dans tel ou tel espace des mises en relation avec justement des publics qui ne sont pas déjà des mélomanes, mais qui pourraient le devenir. Et moi, je pense beaucoup que l'une des solutions, quand on n'arrête pas de dire « mais la musique classique ne concerne qu'un public de classe sociale élevée, et d'ailleurs les études sociologiques sont là pour le rappeler », c'est vrai, mais faites évoluer les modèles. Vous ne pouvez pas reproduire les mêmes habitudes et puis vous contenter de pleurer parce que le public n'a pas changé. Si on veut vraiment tester la potentialité d'une évolution, alors il faut créer des actes importants de mutation. Et vous, Tougan, cette salle moscovite, où est-ce qu'elle est dans la ville? Est-ce que vous pourriez nous... C'est juste à côté, le Kremlin, c'est bien. Alors, pour le coup, on est dans le centralisme. Mais déjà, à Moscou, on a salle de Tchaïkovski, Philharmonie de Tchaïkovski, on a salle de conservatoire, donc on a pas mal. Oui. On a Philharmonie 2 aussi, qui est un peu... presque pas, même géographiquement comme Philharmonie de Paris. Donc c'est cette troisième salle. L'acousticienne était aussi Toyota, Monsieur Toyota. Donc, mais vous savez, à Moscou, chaque soir, on a 7, 8, 10 spectacles. On a des choix, c'est incroyable. Donc on a tellement de l'orchestre, le théâtre, d'artistes, récital. Donc on a besoin. Donc j'espère... mais ce qui dit Laurent, je suis tout à fait d'accord, parce qu'aujourd'hui, le salle de concert, lieu de concert, c'est devenu un hub, je ne sais pas un peu, un hub d'échanges culturels. Là, on fait tout ce qu'on peut ici à la Logra, on fait pédagogique, on fait les étudiants, on fait projet, mais tout. Mais si la vraie salle, comme la Philharmonie de Paris, qui nous permet de faire ça, il a espace, il a d'ateliers, mais il ne faut pas faire juste un concert. Et en fait, ce serait quasiment la salle hors d'elle-même. L'idée d'une salle, pendant longtemps, on a pensé les salles en soi, il fallait venir aux salles. Et là, c'est désormais presque ce paradoxe d'une architecture qui se pense à l'intérieur et dans son territoire. Qui pense, en fait, en vous écoutant, il y a un mot qui me venait qui était... avant, on parlait du spectateur, là, ce serait presque l'usager dont on peut parler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non seulement cette pratique du concert, il y a aussi cette idée que la salle, elle vit par un territoire, elle est travaillée par ce territoire, elle n'est pas étrangère, elle n'est pas surplombant ce territoire, elle est déterminée par ce territoire. Il y a deux
deux dimensions. Enfin, c'est comme tout ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. On est toujours face à deux tensions il faut essayer de les transcender. Bon, c'est comme, je sais pas quoi, on parle de local, national, de le repli ou la mondialisation, enfin tout ce que vous voulez. Ici, vous avez un élément qui nécessite d'être pris comme quelque chose sans concession. C'est ce qui se passe à l'intérieur de la salle. Là, on n'est pas dans la discussion pour être démocratique, on va faire 4000 places. Ils ont essayé, hein, ça a été essayé ça aux États-Unis. Ils ont fait des salles passé un temps à une époque du XXe siècle, après le New Deal. Allez, 3000, 3500, 4000, etc. Catastrophe. Parce qu'ils ont pensé en dehors de la pensée musicale. Donc, la salle à l'intérieur, le choix que vous faites, ça doit être un choix d'optimisation musicale. C'est compliqué, hein, parce que la salle que je décris comme mon idéal à 2400 places, c'est-à-dire 30 000 mètres cubes et un peu plus, c'est une salle top pour le grand orchestre. Après, comme aucune salle n'est parfaite pour tous les répertoires, il y a des gens qui vont vous dire « Oui, mais moi, en récital piano, tout seul, je préférerais une salle de 20 000 mètres cubes. » Bon, ok, ça, je peux entendre. Mais vous devez choisir votre cible et à partir de là, vous devez veiller à ce qu'à l'intérieur de la salle, tout soit optimisé. Vous pouvez faire ce que je n'appelle pas des compromis, mais j'appelle des adaptations que permettent la technologie moderne. Par exemple, considérez le langage musical contemporain et vous dites, tiens, aujourd'hui, attention, même en musique classique contemporaine, il peut y avoir de l'amplification, des haut-parleurs, il peut y avoir des ordinateurs, et les compositeurs aiment spatialiser les groupes de musiciens. Donc, partant de là, vous pouvez réfléchir dans votre modèle de nouvelle salle comment intégrer ces éléments, parce que dans les salles classiques, dès que vous mettez des haut-parleurs, alors là, c'est une catastrophe. Donc, ce qu'on a essayé de faire à la Philharmonie, c'est d'intégrer cela et d'avoir des éléments de modularité dans la salle qui le permettent. Mais la pensée musicale reste musicale, l'objectif reste musical. Ça, c'est pour l'intérieur de la salle. Mais il faut partir du principe que ça, c'est un niveau de réflexion qui doit s'enchasser dans un niveau plus large, qui est la question du contexte. Vous devez créer un contexte. D'une certaine manière, je ne vais pas dire aux politiques que je suis reconnaissant qu'ils aient attendu 20 ans, 30 ans, ce n'est pas vrai, mais d'une certaine manière, cette attente nous a servi, parce qu'on a tiré l'expérience de la naissance du conservatoire, de la Cité de la musique, de voir comment ça se passait. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, dans la manière de dialoguer avec le public. Et en partant de là, vous arrivez à définir des besoins prioritaires, y compris des fonctions de partage que sont les restaurants, les bars, sont des éléments importants aussi. Bien sûr. Et donc les mutations à la fois de la société et des institutions accompagnent l'avenir des nôtres. Oui. Et l'avantage aussi, quand vous pensez les espaces au départ, les espaces, vous pouvez les faire évoluer après. Donc, mais si vous n'avez pas l'espace, vous pouvez rien faire. Donc, peut-être qu'il y a des éléments que j'ai pensés à la Philharmonie, les successeurs diront dans 10 ans, dans 15 ans, bon, ben ça, ces orchestres d'enfants, il est bien gentil, mais c'est pas... Bon, peut-être, j'en sais rien. Mais n'empêche, je suis sûr qu'ils y substitueront une autre idée de mise en relation de la musique et que l'espace sera là pour répondre à la demande. Espérons-le. Merci à tous les deux. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Et espérons que de nombreuses salles dont nous ne soupçonnons pas encore les potentiels verront le jour, à Toulouse et ailleurs. Merci. Merci. Espérons. Merci.